Bonjour à tous, bienvenue pour ce 6e épisode d'Azure Newscast. On est hyper content de vous retrouver. On enchaîne, ça y est, c'est déjà le 6e. Alors on a observé une petite période de repos en mai, un petit peu comme tout le monde, mais on est hyper heureux de vous retrouver avec l'équipe presque habituelle. Salut Stan. Bonjour. Ouais, presque habituel parce qu'effectivement Nico n'est pas à côté de nous. Heu, Nico nous a abandonnés pour des raisons, liées à des containers. Donc c'est une bonne raison et il vous en parlera un peu plus la prochaine fois. Donc on le retrouvera en fait sur l'épisode, numéro 7, qui aura lieu, prochainement. On va pas attendre 2 mois cette fois-ci pour enregistrer. Le prochain arrivera assez rapidement. Eh Néanmoins, oui, parce qu'on a énormément de choses à vous raconter pour le coup, hein. La shopping list est hyper longue, on ne pouvait pas attendre plus longtemps. ouais. Donc on va se faire une joie de vous raconter tout ça. Et ben c'est parti, on part dans le changelog d'Azure Kubernetes Service. Il y en a eu à peu près 4 entre la fois où on s'est vu la dernière fois, donc on était à peu près mi-avril et puis aujourd'hui l'enregistrement, on est plutôt sur fin juin, donc il y a eu pas mal de choses. Il y a eu, l'évolution du service, plus, un événement qui s'appelle la Microsoft Build 2021 sur lequel il y a eu également quelques annonces. Alors comme d'habitude, on va descendre les releases et puis s'arrêter sur les points qu'on pense importants. Allez, c'est parti Alex? Eh bien oui, première news assez intéressante en fait. Alors tout le monde n'est peut-être pas concerné, mais enfin si vous êtes un tout petit peu à la traîne côté mise à jour de votre cluster, donc si vous êtes en version 1.18 et que vous percevez le stress des trains de mise à jour, vous devriez normalement être pressé à migrer parce qu'on arrive en fin de vie de cette fameuse 1.18. Seulement voilà, on a fait preuve de pragmatisme et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de nos utilisateurs avaient un petit peu de mal à franchir le cap de ces releases parce que certains changements du projet Kubernetes avaient des impacts pour eux. Et du coup, eh bien, on sait faire preuve de souplesse et on a fait en sorte d'allonger légèrement la durée de vie de cette version. Donc, vous voyez qu'on sait gérer aussi des exceptions à la règle pourtant très bien établie. Donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble côté gestion de version, en tout cas les documents qui vont pouvoir vous aider à planifier vos migrations. Donc, si on regarde la documentation officielle fournie par Microsoft sur les versions supportées par Kubernetes, on voit déjà une chose notable, c'est qu'on est passé à un support de 9 mois vers un support de 12 mois. Donc, ce qui va déjà donner un petit peu d'air à certains. 3 mois de plus, c'est l'occasion de s'organiser un petit peu mieux. Donc, ceci a commencé par la version 1.19. Donc, c'est vraiment en cours. Et donc, si on regarde la version la façon dont on supporte les versions, on voit qu'ici, on a le détail qui est apporté. Vous voyez les numéros de version supportés avec les numéros de patch. Donc, vous voyez que vous avez de la latitude un peu sur les patchs. Et vous voyez exactement comment vous pouvez vous organiser pour planifier ça. Donc, ayez toujours en tête, mise à jour de patch, ça devrait se faire à peu près gentiment. Hein, ne le faites pas directement en production. Enfin, ça va se faire de façon très très souple. Et puis après, quand vous faites des mises à jour de version, alors dites mineures sur Kubernetes, attention, prenez vos précautions, faites-le avec toute l'attention possible. Alors, donc ça, c'est la page où on vous donnera les pointeurs en question, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que vous pouvez aussi regarder, c'est la page officielle du projet Kubernetes, où là, vous aurez le détail complet des releases. Et regardez, on constate bien ici, par exemple, si je prends la dernière version qui est la 1.21, on voit bien que les dates de support sont d'1 an. Vous voyez, donc on a ici des targets, donc fin de support 2022, juin. Donc c'est bon, on est couvert. Donc ayez bien ça en tête, c'est important. C'est vrai que c'est une attention toute particulière dans Kubernetes. Et avec Kubernetes, vous verrez qu'on vous a, avec AKS, on vous a prévu un certain nombre de fonctionnalités. On va revenir dessus tout à l'heure pour vous faciliter la vie. Et effectivement, Alex. Donc voilà, à retenir, alors cette extension, on va dire de la garantie, ou du support pour être plus précis, est limitée néanmoins, hein. On a rajouté 1 mois d'extension à peu près, parce que vous voyez qu'on passe en fait du 30/06/2021 pour la version 1.18 à fin juillet, le 31 juillet 2021. Donc en gros, on rajoute 1 mois pour laisser à nos clients. Donc on devait avoir probablement beaucoup de clients qui étaient encore en 1.18 et qui n'avaient pas fait ce passage vers une version ultérieure.
et qui était un peu bloqué. Donc voilà, on redonne un peu d'oxygène dans cette période, mais ça ne change pas finalement le fait qu'il faut toujours mettre en place une mécanique de montée de version. On a eu comme d'habitude toujours des mises à jour des composants, que ce soit les images des nœuds Windows ou Linux, les mises à jour de CNI et des agents, rien d'extraordinaire là-dessus. Alors, dans les petites nouveautés qu'il y a eu, qui ont été annoncées donc là dans la release du 10 juin, donc c'est assez récent, on a en preview une fonction qui est intéressante, qui est la public DNS support pour les private clusters, en utilisant effectivement les endpoints. Donc vous savez qu'un private cluster a une API, un API server qui n'est pas exposé qu'à un endpoint public. Et donc en général on s'y connecte depuis une machine qui est connectée dans un VNet associé à ce cluster Kubernetes. Et donc du coup il va y avoir besoin d'un mécanisme de résolution de nom pour accéder à cet API server. Et jusqu'ici on utilisait des zones privées DNS, soit des zones privées qui étaient créées lors de la création du cluster et qui étaient stockées dans le ressource group du cluster, soit on faisait pointer sur l'ID d'une private zone DNS Azure pour faire ça. Une troisième option vient d'arriver, qui va permettre du coup de conserver un nom tel qu'on l'a de manière publique, sauf que la résolution renverra effectivement sur la partie interne. Alors, pour l'illustrer assez simplement, ici j'ai créé 2 clusters en mode privé. Voilà, on va grossir un petit peu. Donc là, j'ai créé un cluster AZAKS create, le nom du cluster, blablabla. Voilà. Et là, effectivement, donc j'ai activé le cluster en mode privé, sans endpoint public. Et du coup, j'ai dû rajouter effectivement une option aussi qui est moins private DNS zone system, qui est l'option par défaut. Donc quand on fait ça, en fait, il va générer un nom, une zone en fait, qui sera qui sera celle-ci, donc privatlink.laregion où vous êtes.az-manage-k8s.io, et puis derrière ça vous génère un joli, voilà, plus ce nom-là, qui est un nom unique pour la zone, et puis ensuite vous avez le nom de votre cluster. Donc ça c'est ce nom-là qui sera utilisé pour accéder à l'API server. D'accord ? Avec la nouvelle option, donc j'ai refait la même opération. Avec la nouvelle option, j'ai fait un moins private zone, moins enable public FQDN. Et là, on s'aperçoit en fait que le FQDN de ce cluster privé, en fait, ressemble complètement en fait au FQDN qu'on peut avoir sur un endpoint public, c'est-à-dire qu'on est toujours sur du HCP.westus, etc., etc. La résolution renverra toujours sur une adresse IP interne, mais là, pour le coup, on n'a pas à se gérer en plus des zones DNS supplémentaires. Donc ça, sans preview, ça devrait, je pense, un peu faciliter également l'usage de ces clusters. Qu'avons-nous d'autre? Alors, du côté de Windows, Alex? Bah oui, écoute, on continue notre support de Containerd. Donc, pour le coup, on l'étend à Windows et à Windows dans plus de régions, puisque maintenant on est disponible partout. Donc, c'est une façon de le rendre disponible pour tous. Un point important également, c'est une régression qui a été corrigée, qui est celle-ci. J'avais failli passer à côté. Quand on utilise des clusters Kubernetes qui sont liés à l'Azure Active Directory, on s'est aperçu qu'on avait des cas d'échec en fait quand on avait un groupe membership, quand l'utilisateur qui était utilisé faisait partie de plus de 200 groupes dans l'Azure Active Directory, on avait des échecs d'authentification qui avaient lieu. Donc ça c'est un peu problématique. Alors ça s'est pas vu au départ sur des petites organisations, sur des grandes, ça s'est vu après, par la suite, où la techno a été utilisée. Donc ça a été corrigé, ce qui est plutôt un bon choix. Voilà. Toujours dans le monde Windows, Alex? Eh bien, toujours dans le monde Windows, oui, puisqu'on nous gratifie d'une commande qui nous permet de changer les time zones des conteneurs Windows. Donc, toujours pratique, ce qui nous évite d'être bloqué dans une time zone, ce qui nous permet de les ajuster comme on le souhaite. Un autre élément intéressant concerne en fait le chiffrement à trace des données qui sont sur les hosts. Vous savez que dans Azure, les worker nodes, les VM sont instanciés sur des hyperviseurs Hyper-V, et qu'au niveau des options des disques durs des machines virtuelles du cluster Kubernetes, on a en gros 2 options. L'option historique qui consiste à utiliser des managed disks, donc des disques durs gérés par Azure
est donc stocké dans la fabrique de stockage d'Azure et accédé depuis les hyperviseurs à travers du réseau. Et l'autre option, en fait, c'est d'instancier localement, par exemple, les disques système sous la forme qu'on appelle les éphémérales OS Disk. Donc du coup, la fabrique d'Azure de stockage, par définition, on a toujours du chiffrement at rest qui est appliqué, avec des clés gérées par soit Microsoft, soit le client, en fonction du choix qu'il veut faire. Mais pour les disques durs qui sont effectivement utilisés localement sur les hyperviseurs, donc si on utilise un OS ephemeral disk, le disque dur OS du nœud du cluster sera instancié localement sur les disques locaux de l'hyperviseur. Et donc pour les chiffrer, désormais on a la capacité de les chiffrer soit avec les clés gérées par Microsoft, soit avec les clés gérées par le client. Donc ça, ce sera valable effectivement pour les disques qui seront stockés localement sur l'hyperviseur. Et c'est également valable en fait pour le volume temporaire qui est utilisé, vous savez, qui est monté chaque fois qu'on crée une machine virtuelle. Alors pour le disque temporaire, la clé sera gérée par Microsoft à ma connaissance aujourd'hui. Et donc ça c'est en JA, voilà, tout ça pour dire que cette fonctionnalité est en JA, et c'est une bonne nouvelle. Alors Alex, du côté de Kubernetes, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu des montées de version. Hein. Oui, eh bien, ça progresse gentiment. Donc maintenant, nous avons le plaisir d'avoir en preview la 1.21.1 qui apporte surtout un lot de correctifs. Donc c'est vraiment une version très mineure, c'est un patch par rapport à la 1.21. À noter que, alors on y reviendra tout à l'heure, il y a une petite news qui va pouvoir nous intéresser, sur lequel on approfondira un tout petit peu. Mais en gros, c'est de la correction, donc ne vous attendez pas à des régressions significatives, ni à des évolutions, je dirais, importantes. Alors, passé cette mise à jour assez mineure de Kubernetes, donc la 1.21.1, on a le plaisir d'avoir une vraie nouveauté pour le coup, qui a été implémentée par Microsoft dans AKS, qui est la possibilité de rendre inactifs les comptes locaux de votre cluster. Alors, c'est encore le souhait d'avoir une meilleure maîtrise des aspects sécuritaires du cluster, à savoir comment je fais pour qu'il n'y ait pas de compte qui soit créé localement dans mon cluster, qui permettrait éventuellement à des utilisateurs d'accéder au cluster, et pourquoi pas avec des droits d'administration, donc qui auraient le droit de tout faire, et qui passerait finalement sous le radar de ce qu'on aurait pu faire côté Active Directory. Donc du coup, en rendant inactif cette fonctionnalité qui était de créer des comptes, donc là maintenant on ne les crée plus, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir des comptes déclarés dans Active Directory, ça veut dire qu'on a toutes les fonctionnalités offertes par Azure Active Directory, à savoir l'audit et tracer exactement ce qui s'est passé. Donc pensez que cette fonctionnalité-là est en preview, donc comme d'habitude avec les previews, il faut l'activer. Donc ça se passe habituellement, vous voyez, j'ai un register à faire pour obtenir cette preview. C'est une ligne de commande à faire, vous attendez quelques minutes, et puis ensuite, vous avez accès à la création d'un cluster qui a une nouvelle option maintenant. Vous voyez que vous pouvez rajouter le Disable Local. Et de ce fait, vous aurez un cluster qui sera encore plus sécurisé. Eh bien, c'est parfait, Alex. Ça vient bien compléter notamment des choses dont on avait parlé à la fois précédente, ou sur l'API server, on pouvait également rajouter du conditional access, c'était désormais sous temps de JA, donc mettre plus de conditions de contrôle pour la partie authentification, et puis garder effectivement cette traçabilité du côté de l'Azure Active Directory. Alors qu'avons-nous d'autre, du coup, si on continue à parler un peu sécurité? Eh ben, si, il y a une chose qui est plutôt assez intéressante, qui était toujours en preview à ma connaissance, qui est le CSI Secret Store Add-on, qui est en public preview. Donc ce composant, en fait, donc le CSI, le Container Storage Interface, eh bien en fait ça va vous permettre d'exposer au sein de vos pods, en montant des volumes simplement, d'aller chercher des secrets, des certificats ou des clés qui sont dans un Key Vault. Donc un service dédié à stocker ce genre de choses sensibles. Et du coup, du point de vue applicatif, grâce à ce CSI Store Driver, en fait, vous allez pouvoir, dans vos pods, dans vos applicatifs, en fait, exposer en fait,
les secrets ou les clés ou les certificats qui sont dans votre Key Vault directement dans le système de fichiers de vos machines. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Tant qu'on est sur les CSI drivers, effectivement, les CSI drivers sont en train d'être généralisés, hein, et à partir de toute façon, à partir de Kubernetes 121, on n'aura que des CSI drivers pour la partie fichier. Tant qu'on est dans la sécurité, dans les annonces qui ont pu avoir lieu alors début du mois de mai, hein, on a eu notamment l'annonce des FIPS Compliant Node. Donc ça, le FIPS, hein, c'est les standards pour on va dire les institutions gouvernementales américaines, notamment en termes de choix cryptographiques, etc. Donc là encore, si vous avez des besoins un peu particuliers, sachez qu'il y a une option qui permet d'activer justement tous les éléments cryptographiques qui sont conformes aux règles de conformité liées aux certifications FedRAMP, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant en termes de sécurité. En termes de sécurité, tant que je suis là-dedans, je vais sortir un peu du changelog, mais je reviendrai après. On a annoncé en fait pas mal de petites choses sur ce qu'on appelle le Bring New Enterprise Grade Capabilities. Donc en gros, donner plus de fonctionnalités ou de capacités à AKS qui répondent à des besoins spécifiques aux grosses organisations, que ce soit en termes de régulation ou en termes de sécurité. Et pour le coup, donc c'est ici effectivement qu'on vient intégrer la notion d'agent FIPS, mais on a également dedans une chose assez intéressante qui est le support, ou plutôt une aide plutôt, pas qu'un support, mais on fournit de la documentation en fait pour pouvoir en fait aider à la certification PCI DSS si on utilise ces applicatifs avec du Kubernetes Service dans Azure. Donc on a mis à disposition en fait un Excel, parce que beaucoup de choses ça se termine dans Excel chez Microsoft. Mais pour le coup, en fait, cet Excel est parfait parce que c'est un Excel qui parle en fait des responsabilités partagées sur le service AKS pour la partie PCI DSS. Et donc, si vous avez des besoins liés à la certification PCI DSS, ce fichier Excel va largement vous aider quand vous avez de l'AKS. On va retrouver en fait, c'est beau comme un fichier Excel, hein, mais c'est très très bien fait pour le coup. On va retrouver dans ce fichier Excel chaque requirement, chaque prérequis en fait pour passer un audit PCI DSS. Et là, vous avez tous les prérequis effectivement qui sont demandés avec les numérotations officielles de documentation PCI DSS. Et là, ensuite, vous avez ici une colonne qui va vous dire si c'est spécifique ou pas, enfin s'il y a des choses spécifiques ou pas à AKS. Et si c'est le cas, donc là par exemple on me dit oui, il y a quelque chose de spécifique, et ensuite vous faites référence aux notes. Donc par exemple, le plus classique des contrôles qu'on peut avoir dans du PCI DSS, c'est d'avoir dans l'architecture un firewall. Donc là on vous précise, oui, dans le cadre de AKS, les clients sont responsables de déployer eux-mêmes l'AKS derrière un firewall. Le process recommandé est celui-ci. Donc là, on vous donne notamment la documentation liée à nos services de firewall, mais là encore, on peut y mettre d'autres choses. Et donc là, vous voyez, tout est documenté comme ça par rapport vraiment aux documents PCI DSS en disant voilà, empêcher l'accès direct entre l'Internet et n'importe quel système qui va traiter des données liées à un possesseur de carte bancaire. Et là, effectivement, on vous dit oui, spécifique AKS, il faudra déployer pour ce cadre-là un full private AKS cluster. Et là, vous avez toute la documentation derrière. Donc ça, c'est très c'est très très intéressant de savoir que ce document existe. Ce qui est plus délicat, c'est comment aller chercher ce document. Alors je vous l'explique rapidement parce que j'avoue que j'ai un peu galéré. Il vous suffit d'aller sur le servicetrust.microsoft.com. Donc ça, c'est l'endroit en fait où on met l'ensemble de la documentation en termes de certification liée à Azure, hein, principalement, mais pas que, parce qu'il y a également les parties Office 365. Donc vous allez aller sur https servicetrust.microsoft.com, vous allez vous signer, donc vous loguer avec un identifiant client. Donc ça peut être vos identifiants Azure Active Directory ou un compte Microsoft. Et à partir de là, ici, dans les petits onglets qui sont là, vous allez vous déplacer jusqu'à trouver ce petit truc ici qui s'appelle PCI DSS. Voilà. Donc vous allez dans la partie Audit Report, PCI DSS, et là vous allez prendre la première ligne qui est très très explicite, hein, vous allez voir. Elle s'appelle 2021 PCI DSS, donc la version 3.2.1, et vous avez un fichier zip. Dans ce fichier zip, vous allez avoir 4 fichiers.
Le premier fichier ici est assez intéressant, c'est celui qui va permettre d'avoir la matrice PCI DSS en termes de globalement, d'Azure. Donc, est-ce que le client est responsable de la sécurité physique? Non, c'est Microsoft. Et là, vous avez, un premier fichier qui va vous servir. Et dans le cadre de cette news, ce qui nous intéresse, c'est ce deuxième fichier-là, qui est effectivement le fichier spécifique à AKS. Et vous voyez que vraiment, on sait qu'on a de la demande dessus et donc on a mis en place ce fichier. Et donc à partir de là, eh bien, j'ai envie de dire qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir dire, OK, au moins pour la partie AKS, niveau PCI DSS, on est bien guidé, on a juste à suivre en fait l'ensemble du document et au moins l'audit sur cette partie-là ne posera aucun souci. Voilà. Eh bien voilà, on va continuer dans les nouveautés qui sont apparues fin avril. Et Alex, tu en parlais tout à l'heure, les mises à jour. Ah oui, c'est un sacré sujet, la mise à jour d'un cluster Kubernetes. Bon, fort heureusement, avec AKS, on a quand même la vie qui a été passablement simplifiée avec un certain nombre de nouveautés qui ont été apportées ces derniers mois, notamment celle de pouvoir mettre à jour un cluster. Vous vous souvenez, on en a un petit peu parlé ensemble. Donc, on a mis en place des channels de mise à jour. Alors, regardez un petit peu, la documentation l'explique assez bien, pour le coup. Donc, voilà, on me donne toujours par Azure CLI, on me donne la possibilité de vérifier finalement les versions de mon cluster pour être sûr de voir ce que je fais. On me liste les upgrades disponibles, donc je peux faire le choix d'en sauter une éventuellement. Et puis ensuite, on va mettre à disposition ici des channels. Donc là, ça me permet finalement de pré-choisir des versions qui répondent à mes exigences. Exemple, si j'ai un cluster, par exemple, de développement sur lequel j'aimerais vérifier que mon programme fonctionne toujours correctement sur les ultimes releases de Kubernetes, bah, je peux choisir celui qui me fournit les mises à jour le plus rapide, à savoir, bah, il porte assez bien son nom, rapide, le channel rapide qui va m'envoyer les mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Donc ça, c'est hyper pratique. Je peux être aussi beaucoup plus conservateur en prenant les versions stables et ainsi de suite. Donc, vous choisissez ce que vous souhaitez. Puis ensuite, on va me proposer de lancer les mises à jour, forcément. Mais là où le bât blesse, c'est que lancer ces mises à jour, ça ne se fait pas forcément au moment où je le souhaite. Et typiquement, si j'ai envie de les lancer uniquement durant des fenêtres précises de mise à jour, par exemple, je sais pas, la nuit, eh bien, j'étais un petit peu bloqué. Or là, on vient de rajouter le support des plages de maintenance à l'intérieur de la commande d'auto-upgrade. Donc, ce qui veut dire que ma mise à jour va se passer exactement là où je l'ai prévu dans ma fenêtre de maintenance qui a été définie dans Azure. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On va passer de meilleures nuits avec ça. Je ne sais pas si on passera des meilleures nuits, mais dans tous les cas, sur les upgrades, soyez néanmoins aujourd'hui assez prudent pour les environnements de production. Privilégiez les upgrades automatiques, peut-être juste des niveaux mineurs de patch. Pour les montées de version Kubernetes, faites-le encore après avoir testé effectivement que vos manifestes et votre charte Helm supportent bien les montées de version de Kubernetes. N'oublions pas qu'il y a des changements d'API réguliers qui peuvent entraîner des breaking change. Petit point, tu peux revenir sur le petit tableau qu'il y avait tout à l'heure où tu montrais les différents upgrades. Il y a une ligne qui s'est rajoutée, qui est la dernière, qui s'appelle le Node node-image. image. Exactement. Oui, donc pour le coup, ce qui nous est offert aussi comme possibilité, c'est de mettre à jour les nœuds du cluster à proprement parler. Et pour le coup, en effet, c'est discrètement glissé une nouveauté qui permet de mettre à jour les nœuds eux-mêmes. Et donc, ce qui nous facilite aussi la tâche pour eux. C'est plutôt cool, non? Plutôt bien. Je me semble que tu as repéré un paramètre. Je ne l'avais pas vu, mais avec tes yeux Mes yeux de lynx. aguerri, tu as pu, voilà, tes yeux de lynx, tu as pu repérer un paramètre qui est apparu comme ça discrètement, mais fort utile, en tout cas qui va nous en apprendre sur finalement les évolutions à venir des clusters AKS dans Azure. Ouais. Tu veux nous montrer ça? Ouais. Alors en fait, vous savez qu'on est actuellement en train de développer un nouveau DSL qui va venir se mettre au-dessus d'ARM, qui s'appelle Bicep, et qui va permettre en gros d'écrire de l'infra as code
avec un peu moins de bruit, d'accolade qu'on peut l'avoir dans du JSON classique. Donc pour ceux qui font du Terraform, on va dire globalement ça ressemble à du Terraform. Et donc désormais, quand vous allez dans la documentation d'Azure, quels que soient les services, quand vous allez chercher la partie template, on vous le propose en fait en 2 formats. On vous propose effectivement le format JSON historique, classique, et puis désormais on vous propose un autre onglet qui est l'onglet Bicep où vous voyez le code en version Bicep. D'accord. Et Bicep, celui qui sert à faire fonctionner l'arme, le bras, en anglais, jeu de mots. Mais c'est Très l'origine du nom. fort. C'est l'origine du nom. Donc, Ouais. alors effectivement, je me baladais là-dedans, parce que des fois je me balade là-dedans. Donc, ici, en fait, on va avoir finalement tous les éléments de configuration qu'on peut avoir sur un cluster Kubernetes. On pourra le regarder en regardant le détail de la ligne de commande AZ, mais avec du code, c'est encore mieux. Et donc, en me baladant là-dedans, donc effectivement, on voit tous les éléments qu'on peut voir sur un cluster, sa version, son DNS, le nombre d'agents, etc., etc. Et en fait, je suis tombé, alors là-dessus, je le connaissais déjà, cette ligne-là, je la connaissais, OS type, parce qu'en gros, le type d'OS d'un nœud dans Kubernetes, dans AKS, c'est Linux ou Windows. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué. Et par contre, j'avais pas vu l'arrivée de cette chose-là. Le OS SKU, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce donc? Et donc, j'ai recherché à quoi correspondait ce paramètre, parce que je l'avais jamais vu, mais j'en ai pas entendu parler. Et quand on descend, on vous dit, ben là, tu vas pouvoir choisir l'OS que tu vas faire tourner sur ton nœud. Et donc, on peut choisir entre Ubuntu, qui est la version par défaut. Effectivement, on vous a dit qu'on a aujourd'hui des nœuds normalement qui sont installés de base en Ubuntu 18.04 LTS. Et puis également, il y a une deuxième option, ça peut être CBL Mariner for Linux. Alors du coup, j'ai vu ça, CBL Mariner, je me suis posé un peu la question, donc j'ai ouvert mon Google. Voilà, puis j'ai tapé CBL Mariner. Enfin, bon, je savais déjà ce que c'était, mais là, je vous le fais pour la démonstration, bien entendu. Et en fait, On n'en doute pas, Stan. Oui, bien entendu. Attends, tu penses bien. Donc, CBL Mariner, c'est en fait un système Linux. En fait, c'est Linux de Microsoft. Voilà. Donc, on l'a mis en open source il n'y a pas très très longtemps, en 2020. Je crois automne 2020, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, CBL Mariner, c'est la distribution interne utilisée par Microsoft, notamment pour services de cloud. Et donc voilà, et notamment, on utilise ça entre autres, notamment pour WSL2, et pas que. On l'utilise également dans un autre service qui est arrivé en GA assez récemment, qui est AKS sur Azure Stack HCI. Alors là encore, on va calmer un peu les foules. Donc Azure Stack HCI, c'est une solution hyper convergée avec un hyperviseur et des choses qu'on peut instancier dans son data center. Et donc AKS sur Azure Stack HCI, et bien en gros on a un service hybride qui permet en gros d'instancier des clusters Kubernetes dans un environnement sur site, dans un data center. Et les images des workers et la méthode d'installation est fortement automatisée. Donc c'est pas le même AKS que celui que vous avez dans Azure, mais il y a des similarités. Et donc quand on va installer ça sur un cluster donc Azure Stack HCI ou sur un cluster Windows Server 2019 Data Center, on aura un premier cluster dit de management, qui sera un premier cluster Kubernetes qui est installé. Là encore, c'est du Windows, c'est piloté par Windows Admin Center, donc vous avez des interfaces graphiques et vous laissez guider pour déployer ça de manière complètement industrialisée, automatisée. Et ensuite, vous allez dire, maintenant je veux déployer des clusters Kubernetes avec mes workloads, avec soit des VM Linux, soit des VM Windows à l'intérieur. Et là encore, le service automatiquement va vous déployer tout ça. Ouais, donc c'est assez génial de voir. Les machines Linux qui sont là, voilà. Les machines Linux, c'est du Mariner. Voilà, c'est du Mariner. C'est top. Et donc, c'est nous qui. Donc là, on est dans l'Edge, pour le coup, ou dans des data centers, Exactement. Je dirais, externes à Azure. Pour le coup, Mariner, tu en as parlé, WSL, donc c'est plutôt côté desktop. Mais c'est aussi dans Azure pour la partie load balancer. On a les load balancers qui sont animés par lui, avec Sonic. Tu confirmes? Les switches, ouais, nos switches, entre autres. Et on en retrouve côté IoT avec Azure Sphere. Donc là, on est encore dans l'Edge, avec des objets plus petits pour le coup que ce qu'on peut retrouver avec HCI. Mais voilà, donc hyper sécurisé. Et on voit un petit peu une prise en main de Microsoft sur Linux qui est hyper intéressante quand même. Ouais.
Donc voilà, donc le côté qui peut être intéressant, et là je me projette, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, enfin pour toutes les choses là, mais c'est de se dire effectivement que du coup, à un moment, on va avoir l'option de dire, quand je déploie mes clusters Kubernetes, ben, j'ai envie d'avoir un truc uniforme avec le même OS partout, et ben là, on pourra par exemple dire, ok, j'ai de l'AKS sur Azure Stack HCI, c'est du Mariner, et je veux également la même chose côté Azure. Voilà. À noter que c'est comme je disais, hein, c'est très automatisé pour en fait faciliter le ticket d'entrée à amener du Kubernetes dans le data center, et notamment, par exemple, toute la gestion des versions et des montées de versions. Là encore, elle est assurée par les équipes Azure. Simplement, ben, vous allez avoir un cluster, mettons qui est en version, je sais pas, 1.19. Quand une nouvelle release sera disponible, il y aura juste un bouton dans l'interface de Windows Admin Center, Update, et automatiquement, vous aurez une mise à jour de l'ensemble des nœuds de votre cluster. De la même façon, quand on fait l'installation, quand les clusters s'installent, automatiquement, ils vont télécharger les images, les dernières versions des images OS des workers pour pouvoir être instanciés. Voilà. Donc là, on va dire qu'on a un peu bouclé la boucle là, sur cet élément-là. Qu'est-ce qui Ouais. nous reste d'autre de rigolo? Si, côté service mesh, Alex, je crois qu'on a fait un truc. Ah, carrément. Donc, Service Mesh, vous savez que c'est un des sujets que j'affectionne tout particulièrement. Vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft est particulièrement impliqué dans le domaine, puisque Microsoft a travaillé notamment sur la standardisation des interfaces de Service Mesh. Tous ceux qui ont expérimenté le mesh dans un cluster Kubernetes, à un moment donné, se sont posé la question de savoir quelle solution prendre. On voit bien qu'elles font globalement un peu la même chose. Certaines sont un peu plus simples que d'autres, certaines sont un peu plus puissantes que d'autres. Mais le fait est, c'est qu'il n'y a aucun standard qui permettait de se dire, bah tiens, je commence avec l'une, puis éventuellement je passe à l'autre de façon assez simple. Donc, une fois qu'on avait choisi une solution, on était un peu bloqué. Donc, Microsoft a travaillé sur une standardisation de cela avec SMI, et qui est du coup un projet qui est complètement ouvert et intégré dans le projet Kubernetes à proprement parler. Et puis finalement, quelle meilleure démonstration de cette standardisation qu'une implémentation concrète. Et cette implémentation, eh bien, elle s'appelle Open Service Mesh. Donc, alors, ceux, pareil, qui ont pu expérimenter la chose ne seront pas surpris de savoir que on retrouve du Envoy derrière ça, qui est un petit peu la référence dans le domaine. Et puis, donc, avec une implémentation, je dirais, optimale des SMI, ce on le souhaite en tout cas, bah, représentera un peu un tournant dans les services mesh, où on peut imaginer, en tout cas moi je le souhaite, que tout le monde s'accorde là-dessus et que finalement on puisse avoir et des particularités, par exemple la simplicité d'un Linkerd, mais la puissance d'un Istio, mais le tout sur un socle commun qui nous permettrait, en fonction des projets, de choisir l'un ou l'autre. Donc c'est un peu l'idée de cela. Et donc, pour le coup, eh bien, on progresse là-dessus. On a mis à disposition un add-on à l'intérieur d'AKS pour faciliter le déploiement d'Open Service Mesh. Hein. C'est la grande mode maintenant d'intégrer des services, je dirais, adjacents au cluster et de le permettre de les déployer, de les mettre à jour simplement, sans autre forme de procès que de faire un AZ-CLI et de demander l'option d'Open Service Mesh. Donc Ouais. plutôt sympa. En tout cas, L'avantage, j'espère moi que ça va démocratiser le mesh pour tout le monde. ouais, probablement. Alors, c'est vrai que l'interface SMI, elle fait penser un petit peu à l'Ingress. L'Ingress, aujourd'hui, dans Kubernetes, on Ouais. définit ces règles. On a quand même un socle commun, quelles que soient les solutions de reverse proxy choisies. Et effectivement, quand on crée un ingress, après, ben, il va s'appuyer d'ailleurs sur des ingress contrôleurs qui peuvent prendre différentes formes, mais sa règle d'ingress reste assez générique. Dans le SMI, ben, l'idée c'est quand même de faire la même chose effectivement avec des règles telles que le traffic splitting, telles que le MTLS, telles que le tracing distribué, etc. Et de faire une sorte de couche, on va dire, d'abstraction entre le besoin et la solution derrière. Voilà. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, hein, la meilleure façon de pousser ce standard, c'est de commencer à me faire des solutions en développé qui vont faire cette chose-là, qui est quand même assez probable que Linkerd et Istio et probablement Consul commencent à implémenter également SMI. Je crois que du côté de Mesh,
qui est la solution de trafic, de service mesh de trafic, des gens qui font trafic. Je crois qu'ils ont déjà implémenté du SMI, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc bonne nouvelle, c'est que le truc arrive en bêta. Alors, il n'a pas tout l'outillage qu'il peut y avoir autour d'un Istio ou d'un Linkerd. Néanmoins, ils sont en train de travailler chez nous. Et le bon côté, c'est que comme c'est un add-on, ça veut dire qu'également en termes de supportabilité, ce sera pris en charge par le support dès que ce sera effectivement à 100% en JA. Ah oui. Comme quoi c'est bien, la vie est belle. Et ben écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour, Alex, là. On a raconté quand même pas mal de petites choses pour finalement une actualité qu'on avait loupée pendant quelques temps. Donc là, on est remonté à peu Ouais, bien près. riche, hein. Ouais, bien riche, on est Donc remonté. j'espère que tout le monde arrive à suivre. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ouais. On a voulu publier ce contenu sur une plateforme assez ouverte pour que chacun puisse rajouter des commentaires. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits, de vos questions. Mhm. On n'hésitera pas à y répondre. N'hésitez pas à influencer aussi le contenu à venir, hein, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur ou qui vous posent question, qui voire même vous posent des difficultés, on pourrait éventuellement les aborder, toute la team ensemble, pour finalement vous apporter des points de vue éventuellement différents, parce qu'on n'est pas toujours tous d'accord, et on vous apporte très honnêtement notre point de vue sur ces sujets-là. Et je pense qu'avant de vous quitter, il est temps de faire un petit teasing sur les épisodes 7 et 8 qui vont arriver du coup normalement pendant l'été. Le 7 en tout cas oui, il va arriver, le 8 peut-être à la rentrée. On va avoir dans les prochains épisodes, on va refaire des témoignages de partage d'expérience comme on avait pu faire avec Félix de Cégide dans l'épisode numéro 4, je crois. 4 ou 5 ou le 4 ou le 5, je ne sais plus, à vérifier, où effectivement ils avaient fait le retour de leur usage de Kubernetes d'AKS pendant 3 ans avec les bons et les mauvais côtés. Et donc on va essayer de généraliser ça et de l'industrialiser un petit peu plus pour la prochaine année, avec d'autres témoignages de personnes qui ont fait en réel effectivement et qui ont beaucoup opéré de l'AKS avec les bons côtés et puis éventuellement les retours d'expérience ou les problèmes qu'ils ont eu et comment ils les ont corrigés. Voilà. Et ben c'est Ouais. du coup, là, c'est l'heure de dire au revoir. Presque bonnes Ouais, vacances à merci ceux à qui vont tous. commencer à partir tôt. À bientôt, au revoir. Ouais, n'hésitez pas, hein, souscrivez, likez. Nous, déjà, ça nous fait plaisir. C'est un peu de reconnaissance. Ça nous indique aussi un petit peu les formats et les sujets qui pourraient vous plaire. Vous avez vu que cette fois-ci, on n'a fait que des news. On a mis un peu de côté le dossier et on essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait le mieux possible répondre à vos attentes. Donc, likez si vous aimez, commentez pour nous aider à nous améliorer et souscrivez pour être averti de la disponibilité, du prochain numéro. Merci à tous Au revoir. et à bientôt.